ni le FFS, ni le parti de Ben Bella, ni aucun autre des partis, ni le PAX qui existait alors, non, ni une quelconque coordination qui serait née à cette époque-là, par suite des manifestations. Il n'y en a pas eu, alors qu'il y en a dans les pays qui connaissent un printemps, entre guillemets, depuis quelques mois. Aucune force organisée, par conséquent, n'a participé ou n'a même fait pression pour imposer telle ou telle ligne de réforme, que ce soit celle de la Constitution ou celle ayant eu lieu dans le domaine économique. Et à ce moment-là, on comprend combien il est hasardeux de considérer que il y a une ouverture démocratique, alors même que, comme dit un fameux livre, il n'y a pas de démocrates organisés pour mener les luttes considérées ou organisées de telle sorte qu'ils puissent se faire entendre au moment de l'élaboration des réformes. Pour pouvoir mener contre un gouvernement, on le voit aujourd'hui dans les pays qui tentent ce type d'action, il faut une force non seulement organisée, comme je viens de le dire, une force qui existe, mais il faut une force qui existe, organisée et qui dure, qui a des capacités pour s'organiser dans la durée. On en a vu l'importance lorsque les manifestants de la place Tahrir sont revenus sur le terrain pour exiger de nouveau des réformes. Parce qu'ils ont bien compris que le conseil militaire égyptien est sans doute différent du commandement instauré lors de la présidence Moubarak, mais il lui ressemble tout de même aussi comme un frère, et que par conséquent, on ne peut pas aboutir à la satisfaction de leurs revendications. La durée de leur organisation, leur capacité à revenir sur le terrain des luttes, a permis que de nouveau les problèmes soient posés. Ceci n'augure pas d'une durée quasi éternelle de ce mouvement ou d'un succès important de ce mouvement. Mais ceci explique que sans la durée, on ne peut même pas avoir la capacité de reposer les problèmes. En octobre 1988, ni l'organisation, ni la durée de ce mouvement n'étaient là pour pouvoir exiger quoi que ce soit des dirigeants du système politique en Algérie. Nous sommes donc dans des situations tout à fait différentes. Nous avons vu l'exemple aussi de l'importance de la durée d'un mouvement, sa capacité à s'organiser dans la durée en Tunisie, puisque malgré l'apport d'un encadrement important, d'une partie de l'encadrement de l'UGTT dans les manifestations, on a bien vu plusieurs tentatives en Tunisie pour détourner les manifestations des objectifs qu'elles visaient et pour, en quelque sorte, profiter de cette situation pour satisfaire leurs propres revendications et non pas celles qui étaient annoncées par les manifestants. On voit donc combien sont très différentes les situations et combien pour l'Algérie on ne peut pas parler de conditions qui permettent une ouverture démocratique. Si j'ai encore quelques minutes, je voudrais parler du blocage, non pas cette fois du système de parti unique et de ce à quoi ce blocage a conduit, mais du blocage du système de ce que j'appelle la démocratie de façade, servant là aussi de façade, comme son nom l'indique, ou de devanture ou d'alibi pour cacher l'emprise du commandement militaire sur le système. L'emprise du commandement militaire s'est manifestée à plusieurs reprises depuis la Constitution de 89, depuis l'instauration du multipartisme. Elle s'est manifestée d'abord pour écarter le gouvernement Hamrouche, quoique le gouvernement Hamrouche était une réponse au sein du système
à la situation nouvelle créée par le blocage du parti unique et par la fin du parti unique. La transition démocratique, c'est autre chose. C'est un processus cumulatif d'ouverture dans le domaine des libertés démocratiques, dans le domaine des droits de l'homme, conduisant progressivement à la mise en place d'un État de droit dans le cadre d'une séparation des pouvoirs, d'élections libres et honnêtes au suffrage universel et d'une justice indépendante. Aucun de ces points n'a jamais été pratiqué dans le système politique algérien, ni en ce qui concerne la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, et encore moins à l'égard du pouvoir judiciaire. La justice a toujours été tenue par le pouvoir exécutif. Mais surtout, la démocratie de façade qui a été mise en place, et ceci est me semble-t-il, indispensable pour comprendre à la fois l'attitude qu'il faut avoir à l'égard des promesses de réforme du système et des projets que les uns et les autres mènent en vue d'améliorer la situation des droits humains ou la situation des libertés démocratiques dans le pays. Le système, en réalité, c'est pourquoi j'ai voulu tracer cette fresque-là, est resté avec des changements mineurs fondamentalement le même. C'est-à-dire qu'il y a toujours, sous couvert du parti unique ou sous couvert du pluralisme, plutôt du multipartisme, l'emprise du commandement militaire. De sorte qu'on peut très bien décompresser sur la base de stratégies définies au sein du système, c'est-à-dire définies par le commandement militaire, on peut très bien décompresser et aboutir à des formes d'ouverture de la scène politique, mais le système reste le même. Et dès lors, il est impossible d'avancer vers une véritable transition démocratique. La transition démocratique suppose que l'on sort du système autoritaire, et ceci, je l'ai expliqué, nécessite d'autres forces que celles vivant dans ou autour du système autoritaire. Ça n'a pas été le cas. L'Algérie n'a pas produit ce type de force capable d'imposer au système autoritaire des changements et capable de s'imposer ensuite en tant que tel sur la scène politique. La situation n'a pas changé aujourd'hui. Et par conséquent, lorsque ou tant que, quel que soit le discours politique, le système comprend en son sein une police politique, fait extrêmement important. Il n'est pas possible de dire que l'on a quitté ou que l'on entend quitter le système autoritaire pour aller dans une voie de transition démocratique, tournant le dos précisément, même si c'est progressivement, au système autoritaire. Or, jamais ni l'existence de la police politique n'a été admise, ni sa remise en cause n'a été sérieusement envisagée. Tout ce qui a été envisagé parfois, on ne l'entend que par la bande, c'est de déplacer le centre d'exercice du pouvoir relatif à la police politique. Par exemple, ramener du ministère de la Défense la police politique vers la présidence ou vers le ministère de l'Intérieur. Ceci ne constitue pas, évidemment, une réforme capable d'aller vers une transition démocratique. De sorte que, comme on a un pouvoir qui n'est pas assumé ni sur le plan de la Constitution, ni dans le discours politique, nous aboutissons nécessairement à un système politique dans lequel la manipulation, c'est-à-dire la prise de décision par des organes non constitutionnels, la manipulation devient un mode de gouvernement. Un organe qui n'existe pas au sein de la Constitution, qui n'a pas ses pouvoirs définis par la Constitution, agit nécessairement par manipulation, parce qu'il ne peut pas agir publiquement, en quelque sorte, en invoquant
ses prérogatives définies par la Constitution, il est obligé d'agir par la manipulation, c'est-à-dire sans assumer publiquement. Et si vous regardez de près, la plupart des décisions, qu'il s'agisse de coups d'État, que ce soit en 65 ou en 92, qu'il s'agisse de coups d'État de 65 ou de 92, qu'il s'agisse de démission de chefs d'État, par exemple, ou d'autres actes d'importance, le système lui-même n'assume pas ce genre de décision parce qu'il considère toujours que tous ces actes sont conformes à la Constitution. Dès lors, les élections sont évidemment libres, les compétences des gouvernants, à commencer par celles du chef de l'État, sont constitutionnelles. Le chef de l'État qui est écarté ou démissionne, et la révision d'un mandat, du nombre de mandats d'un président est constitutionnelle, parce qu'elle peut l'être dans la forme ou parce qu'il n'est pas possible de discuter des problèmes de fond. Et surtout, pour terminer, les élections sont libres et l'armée jamais n'intervient dans les élections, quelle que soit la réalité à laquelle tel ou tel a pu assister ou qu'il a pu déduire des analyses qui sont faites par les observateurs. C'est donc dans ces conditions, me semble-t-il, qu'il faut à la fois apprécier les promesses de réforme conduites de surcroît aujourd'hui en Algérie sans pression populaire notable, en tout cas sur le plan politique, et qu'il faut apprécier aussi les projets des uns et des autres, y compris dans les oppositions, en ce qui concerne les changements qui paraissent nécessaires pour sortir des crises politiques en Algérie. Merci beaucoup. Merci, merci M. Boucher. Merci M. Boucher. Donc, pour cette analyse et pour cette analyse qui est assez approfondie et qui nous donne une idée du type de blocage qu'on peut rencontrer quand on veut le changement et la démocratie. Alors maintenant, il faut qu'on sache quelles sont les perspectives, mais on va y revenir, dans la deuxième partie. Donc je passe la parole sans plus tarder à Madame Fattès qui va nous parler de la problématique de l'égalité entre les femmes et les hommes. En fait, plus précisément, je compte retracer l'histoire du mouvement des femmes ces 20 dernières années. C'est-à-dire que le professeur Benchir vient de parler de ceux d'en haut. Moi, je vais parler d'une partie de ceux, ou plutôt de celles d'en bas. C'est-à-dire... Comment? Ça les a fait rire. Oui, c'est bon. On m'entend de toute façon, c'est essentiel. Oui, donc du mouvement des femmes, entendu comme un mouvement social, c'est-à-dire de forces organisées qui essayent de lutter et qui s'affrontent dans cette tentative justement au système politique que le professeur Benchir vient de décrire. Alors, je vais adopter 3 points qui vont correspondre à une évolution chronologique, mais en même temps qui correspondent à des temps très importants, à des virages que connaît le mouvement, puisque le mouvement des femmes n'a pas connu de progression linéaire à cause de la situation qu'on a connue ces dernières années. Le premier temps, c'est celui à la veille de l'arrêt des élections, à la veille du coup d'État. On est face à un mouvement qui s'est construit et qui s'est construit en opposition au pouvoir depuis de nombreuses années.
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un mouvement artificiel créé, ça c'est important de le dire pour la suite, mais c'est un mouvement qui, depuis la fin des années 80, et d'ailleurs en synchronie avec d'autres mouvements qui revendiquent l'autonomie, je pense notamment au mouvement étudiant, au mouvement berbère, culturel berbère, qui demande la reconnaissance d'un problème réel, problème qui est nié par le pouvoir algérien. Quand est-ce que le mouvement des femmes s'organise? C'est quand la question du code de la famille est posée publiquement pour la première fois, c'est-à-dire à la fin des années 80, et que les dirigeants sont amenés à reconnaître de fait et dans la loi une réalité qui est celle de l'inégalité qu'ils veulent traduire cette fois-ci au plan juridique en proposant à l'époque un projet de loi, il ne sera adopté qu'en 84, une loi qui discrimine évidemment, c'est-à-dire très clairement et sans aucune subtilité, les hommes en leur donnant un statut supérieur et d'autorité sur les femmes. Les femmes sont donc dans une situation de discrimination évidente et c'est ce projet de loi que les premières organisations qui ne sont pas encore reconnues, que les premières organisations femmes vont tenter de combattre. Ce faisant, elles vont se construire, c'est-à-dire construire une identité, des objectifs, et elles vont se construire comme une force politique d'opposition. C'est important de le dire. Une force politique également indépendante sur cette question des partis politiques également. Et pendant toute la période des années 80 jusqu'à la reconnaissance des associations, c'est-à-dire en même temps que la reconnaissance du multipartisme, vont mener différentes luttes. D'abord, la lutte à partir de 89, contre la loi électorale qui a été mise en place en 89. Alors, la plupart des partis politiques ne s'inquiètent dans cette loi électorale que de choses qui les concernent, c'est-à-dire le découpage électoral d'une part et le mode de représentation d'autre part. Mais ces mêmes partis politiques ne sont pas choqués par des aspects qui vont heurter le mouvement des femmes organisées en association à l'époque, c'est-à-dire le fait qu'il y a de nombreuses procurations, jusqu'à 5 dans la première loi électorale possible, et surtout le fait que le conjoint peut voter pour son épouse avec un livret de famille et sans aucune procuration. Les associations de femmes qui ont été reconnues justement à la faveur de l'ouverture du champ politique, de la scène politique, vont mener une bataille résolue pour faire abroger toutes ces dispositions, ce qu'elles vont obtenir après 2 ans de lutte, et elles vont obtenir gain de cause seulement en 1991, où une seule procuration sera maintenue, et le vote par livret de famille purement et simplement supprimé. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec l'ouverture de la scène politique s'imposent les partis islamistes, et au premier chef le FIS qui, à la suite des élections communales et de wilaya, va obtenir une majorité de mairies et de wilaya. Cette importance électorale du nombre va entraîner des offensives, je dirais musclées, violentes, contre les femmes. De nombreuses offensives qu'on ne peut pas nier. Et elles sont de différents niveaux et contraignent le mouvement à des réactions
de défense. C'est-à-dire que ce mouvement qui est sur une question de demander l'égalité devant la loi, notamment sur la question du code de la famille, est en même temps dans la défensive parce que de nombreuses femmes sont attaquées. Il faut défendre le maintien de la mixité dans le système scolaire, dans la vie quotidienne également. En outre, de nombreuses femmes, qu'il s'agisse de femmes qui vivent seules ou d'étudiantes dans les cités universitaires ou autres, je ne vais pas vous faire la liste des violences contre les femmes qui ont été commises dans cette période entre 90 et 91 et qui contraignent les associations de femmes à d'une part dénoncer ces offensives que des groupes islamistes revendiquent au nom de l'islam et que les partis islamistes reconnus, en tout cas, jamais ne dénoncent, jamais ne condamnent. Je dis ça pour une simple raison, c'est pour expliquer ce qui va se passer dans un deuxième temps, c'est-à-dire lors de l'arrêt du processus électoral, comme on dit pudiquement officiellement. À ce moment-là, alors que nous avons un mouvement, et je pense qu'on peut projeter ce modèle à d'autres mouvements sociaux, alors que nous avons un mouvement uni, il y a diverses associations, et ça c'est un signe de maturité que de permettre diverses expressions du mouvement, mais qui coordonnent leurs actions pour des points particuliers, sur des thèmes particuliers, notamment sous la forme d'une coordination. Quand arrive le résultat des élections législatives, le premier tour des élections législatives qui annonce très clairement une Assemblée nationale majoritairement FIS, puisque dès le premier tour, ce parti obtient plus de 40% des sièges dès le premier tour. On peut imaginer la panique de celles qui ont eu à affronter les menaces verbales, voire physiques, de militantes de ce parti. Et c'est ainsi que le mouvement va se trouver divisé. Le professeur Venchir a parlé de la nécessité de façade dans laquelle le régime algérien se trouve. Eh bien, le coup d'État n'est pas perpétré d'une part, il utilise, comme on l'a vu, des astuces juridiques, mais en outre, le pouvoir veut s'assurer d'une partie du soutien de la société civile, et notamment des femmes, qui sont affolées, comme je l'ai dit, et cela s'explique. Il faut si on commence à jeter l'anathème en disant c'est, bien sûr, les petites bourgeoises effarouchées, on a mal compris la réaction d'un mouvement qui s'est construit dès le début en autonomie et en opposition. Donc, et qui va le montrer, puisque à partir de ce moment-là, le mouvement se divise très clairement. Une partie des associations va rejoindre le fameux comité de sauvegarde de la République et une autre partie des associations va rester sur son quant à soi, dans une position effectivement impossible, qui est celle de rejeter l'État, le régime autoritaire, mais de rejeter également un régime qui se présente, certes, qui pourrait être le résultat d'élections libres, mais qui se présente également comme un régime autoritaire et liberticide. Dans le climat qui va être généré à partir de janvier 92, c'est-à-dire celui d'un maelstrom de violence, d'un cycle de violence qui se répondent les unes les autres, c'est-à-dire la violence de la répression, la violence des groupes islamistes qui se radicalisent de plus en plus,
il va y avoir une sorte de paralysie de l'action politique. Et il y a quelques années dans lesquelles réflexion et action politique, bien sûr, je ne parle pas des actions violentes, sont totalement annihilées. Et dans le mouvement des femmes, on l'a bien ressenti, puisque le discours de cette période n'est qu'un discours de lamentation sur les violences, je caricature en disant lamentation, de condamnation des violences, dont je rappelle que les femmes subissent, puisque je rappelle que de nombreuses femmes ont été assassinées, enlevées, violées. Dans la spirale d'escalade des violences, eh bien, les groupes et les villages qui soutenaient jusque-là les islamistes subissent également eux aussi des représailles, et on enlève ainsi leurs filles, leurs sœurs, etc. Et que on le sait aujourd'hui, mais on ne sait pas la réalité des choses, mais il y a eu plusieurs milliers de femmes, non seulement tuées, bien sûr, mais aussi enlevées et violées. Cet état de choses, bien entendu, sert le pouvoir, et il sert d'autant mieux le pouvoir que cette situation ne peut qu'entraîner une émotion non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, alors qu'il subit la réprobation ou la critique de certains régimes jusqu'à un certain point. Eh bien, la situation des femmes, faite aux femmes dans ce contexte de violence, lui sert, et elle est tout à fait instrumentalisée. Le mouvement des femmes qui s'exprime, la partie du mouvement des femmes qui s'exprime, n'exploite pas la situation pour avancer ses revendications, c'est-à-dire pour prendre ses distances vis-à-vis du pouvoir, mais jusqu'à un certain point qui sera la date de 1996. À partir de 1996, le mouvement des femmes prend totalement ses distances vis-à-vis du pouvoir et se repositionne. Pourquoi cette date? Parce que à ce moment-là, eh bien, le chef de l'État à l'époque, c'était, je crois, Zolwell, va ratifier la convention pour l'élimination de la discrimination à l'encontre des femmes, avec toutes les réserves liées au code de la famille. C'est-à-dire qu'en fait, il ratifie une convention en la vidant de son contenu. C'est ce qui permet aux associations du mouvement d'arrêter leur adhésion, bien sûr, qu'elles justifiaient, certaines associations justifiées par le fait des violences. À la limite, il y avait moins pire que les islamistes, mais à partir de cette date-là, il y a une prise de conscience qui va être encore renforcée par le fait qu'en 1997, une opération d'amendement au Code de la famille va lamentablement avorter.